Ah oui, d'accord. Andreas, c'est ça? Andreas. Bonjour. J'ai trois questions pour Annalisa, Igor et Gerland. Alors pour Annalisa, j'ai la question sur la division entre l'objet artisanal et l'objet industriel. Je voudrais comprendre mieux la relation entre l'objet, ce qu'il distingue, comment elle comprend la distinction entre les deux, parce que je crois une distinction, c'est de dire que l'objet industriel se multiplie comme copie identique. C'est pour cela que l'objet s'est fermé. Mais le réseau s'est ouvert. Et l'autre position, c'est que l'objet artisanal, c'est un objet ouvert, mais un réseau fermé, parce que je crois que, si je compris bien, c'est parce que l'objet ne se reproduisait pas par des copies authentiques. Mais en même temps, je pensais aussi que l'objet artisanal ou pré-industriel était quand même inclus dans une tradition culturelle ou une tradition plus longue, et on pourrait faire une histoire pas de l'iconographie des vases, mais de la façon où les vases rentrent dans l'utilise quotidien. Alors je voudrais comprendre c'est quoi ça, c'est une autre raison, mais plus étendue, ou comment comprendre en même temps comment comprendre l'historicité des objets industriels. Ça, c'était une question pour Annalisa. La question pour Igor, c'était relié à un doute que j'avais. La façon dans laquelle la critique de la Gestalt qu'il a fait, elle laissait intacte, je croyais, la notion du créateur, d'inventeur. Et dans un moment, Igor a décrit le moment syncrétique dont le créateur voit tous les choix. Il doit prendre cette position et voir tous les choix. C'est une position d'impossibilité, mais quand même, je croyais que dans son exposé, il y avait cette notion d'un créateur. Et je voudrais comprendre un peu mieux comment cet élément rentre dans son analyse et son critique de la Gestalt, et pourquoi il parle d'un sujet et il ne parle pas d'un processus plus large et collectif de création. C'est ce qui se passe dans Minecraft, pour passer à Gerland. Et peut-être ce serait intéressant d'avoir un dialogue, parce que Notre-Dame est reconstruite collectivement dans Minecraft. Mais en même temps, dans Minecraft, je n'ai pas joué personnellement, mais j'ai eu des gens qui m'ont parlé de Minecraft, j'ai vu aussi, et j'ai découvert que Minecraft, c'est aussi une plateforme sociale, mais c'est aussi une plateforme de travail. Il y a des gens qui travaillent avec des autres. Et j'avais cet ami qui s'était spécialisé pour rechercher des minéraux dans le système, et puis les échanger avec des autres. Alors je me posais la question si l'addiction dont Gerland a parlé, c'est peut-être une addiction aux échanges. Et c'est une addiction qui se passe à travers ce média social, et pas à la construction, parce que je crois que l'assumption c'était que l'addiction à Minecraft démontre que construire c'est addictif. Et je crois que c'est le travail, parce que non tous les gens qui participent
En Minecraft, on fait construire, ils échangent constamment. Au moins ça, c'était ce que j'ai compris de Minecraft. Et c'est ça. Merci. Bon, alors, c'était donc une intervention d'Andreas Kalpacci qui est à l'université, non, c'est pas à l'université, à l'école polytechnique de Zurich, postdoctorant dans le département d'architecture, avec qui nous travaillons un petit peu sur digital studies dans le champ architectural, les parametrics et ce genre de questions. Donc peut-être Anaïs, tu as bien entendu la question? Oui? Je crois, oui. Alors on te laisse répondre. Alors, et si j'ai pas compris que je pars dans un chemin différent, vous me dites et vous répétez la question, s'il vous plaît. Donc, Simondon, il me semble qu'il est intéressé de comprendre le conflit qu'il y a envers la technique en termes d'ouverture et de fermeture de l'objet technique. La fermeture de l'objet technique est ce qui, justement, est lié à la normalisation de la genèse de l'objet technique, qui, pour Simondon, produit différents aspects, notamment la culture, la sacralité et l'historicité. Et donc ces trois aspects-là de la production à partir de la fermeture de l'objet technique, j'essayais de penser qu'est-ce qui permet justement une ouverture de l'objet technique pour dépasser ce conflit-là et donc penser une ambivalence de l'objet technique médiatique comme étant inscrit dans un milieu qu'on pourrait dire associé ou un milieu préhensif chez Whitehead par exemple où j'ai pas développé, je voulais développer. Mais donc, ce qui est important, c'est que ce réseau de technicité que développe Simondon n'est pas vraiment inscrit dans le débat de la question de la reproductibilité de l'objet et de son authenticité, par exemple, comme on va retrouver chez Benjamin. Ce qui l'intéresse, il me semble, un peu plus, c'est de voir comment le réseau de technicité de l'objet artisanal s'inscrit au niveau de l'ensemble, c'est-à-dire au niveau des compétences de production et d'utilisation, donc de production et d'usage de l'objet technique, et qu'au niveau industriel, l'objet technique, s'il a une ouverture, c'est au niveau de l'élément, dans le sens de la pièce qui forme l'ensemble, parce que cet élément-là, c'est celui-là qui s'inscrit dans un réseau de distribution et l'objet technique industriel est fermé, clos, dans le sens où sa genèse a été normalisée. Si je peux ajouter, Anaïs. Oui. Sa genèse a été normalisée par une tendance de l'objet industriel que Simondon appelle le processus de... Enfin, il n'est pas le processus, il appelle ça la concrétisation. Donc c'est le fait que l'objet tend, c'est une tendance, à se clore sur lui-même comme un être vivant. Ce n'est qu'une tendance parce qu'il n'y arrive jamais, il ne converge jamais vraiment complètement avec lui-même, et ça produit ce que Simondon appelle un processus d'intégration fonctionnelle, qui fait que, par exemple, c'est le fameux exemple qu'il donne du moteur de la 2 chevaux Citroën, le système de refroidissement sert aussi à la résistance des cylindres, etc., etc. Et si j'insiste là-dessus, c'est pas pour compléter seulement ce que dit, elle n'en a pas besoin, ce que dit Anaïs, mais c'est parce que, d'ailleurs, ce à quoi se réfère Anaïs, c'est un autre texte que du mode d'existence des objets techniques, un texte qui est paru récemment aux presses universitaires de France. Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que cette théorie de la concrétisation pose problème à beaucoup de gens qui la comprennent comme un déterminisme technologique et comme une autonomisation nécessaire du système technique qu'il dénonce. C'est par exemple
Jonathan Crary ne se réfère pas du tout à Gilbert Simondon, mais il se réfère par contre à ses discours sur l'autonomisation du système technique qu'il récuse. Et c'est une vraie question que de se demander à quelle téléologie conduit le processus de concrétisation si on n'y intègre pas les problématiques que soutient Anaïs. Voilà, je dis ça, j'y reviendrai moi-même tout à l'heure en adressant une question à Anaïs pour aller dans son sens sur la question du réseau et de sa double dimension. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose aussi sur cette notion de concrétisation chez Simondon? C'est qu'Anaïs, quand tu en parlais ou quand tu écrivais dans ta communication de la concrétisation, tu l'as lié avec le perfectionnement, assez explicitement. Mais si nous pensons la concrétisation en termes d'addiction, ça pourrait également être une très mauvaise chose. La concrétisation, c'est en effet chez Simondon l'élimination de la friction, de la résistance que présente le qui au quoi. Quand le quoi refonctionnalise un qui, la concrétisation est en effet une espèce de mesurer le niveau de refonctionnalisation. Et quand nous prenons de la cocaïne, il y a une friction au début à la part du corps qui ne veut pas être refonctionnalisé dans cette manière. Et c'est l'élimination de la friction, l'élimination des neurorécepteurs qui résistent à cette refonctionnalisation, ce qu'on appelle le stop impulse, qui coïncide avec le moment où l'addiction à la cocaïne a réalisé son emprise. Donc, il faut penser la concrétisation de manière pharmacologique aussi, à mon avis. Tout à fait d'accord. Oui, et ça, je pense que c'est inscrit chez Simondon de façon non définie. Je ne pense pas qu'il nomme la pharmacologie telle que nous la nommons à travers Bernard, qui la nomme à travers Derrida et qui peut remonter un peu loin. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Gérald, c'est que le réseau comme ouverture chez Simondon, c'est un réseau participatif où la question de la participation est liée avec cette normalisation ou non. Et donc, concrétisation, et dans ma recherche, je développe vraiment beaucoup plus les thèses de Whitehead. Il y a la question de la relation entre concrétisation et concrescence. Et pour moi, la concrétisation de l'objet-technique ne va pas sans lien avec une certaine définition de l'expérience qui dépasse justement la captation ou la perception ou même une certaine dimension donnée à l'expérience. Et ça, c'est complètement lié avec le discours que tu viens de donner sur la question de l'addiction. Après, j'ai une autre question pour toi, mais on va peut-être donner la parole. D'abord à Igor et ensuite à Pierre. Il faut finir la réponse à la question d'Andrea. Bon, si je peux... ça on va peut-être donner Igor. Non, mais il peut... Ok. Donc la création comme choix, mais moi je pose la question, est-ce que toute création procède-t-elle d'un choix? Ce n'est pas sûr. En tout cas, je pense que dans certaines pratiques artistiques, il peut y avoir une action artistique sans forcément qu'il y ait un choix. Parce que moi, quand je pense à choix, je pense en effet à quelque chose qui fait appel à la conscience, à une argumentation, à quelque chose de rationnel. Or, dans la pratique artistique, il peut y avoir une action artistique, une pratique artistique, mais qui ne procède pas d'une rationalité consciente. Donc, à mon avis, il n'y a pas nécessairement un choix, et donc la question de la création comme choix ne se pose pas systématiquement. Après, ce que vous soulevez, comment la création peut-elle être
collective, ça c'est une remarque très juste. Moi, je me suis pas intéressé à la création comme processus collectif, ça serait intéressant de le faire. Je m'en suis intéressé comme un processus individuel. Je ne sais pas, il faudrait creuser la question. Sur le fait que... alors, là, je vous ai répondu par rapport à votre question du choix dans le domaine artistique. J'ai pris l'exemple des mathématiques, mais on pourrait aussi, peut-être dans le domaine de la philosophie, aussi essayer de voir comment la création s'opère. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu essayer de réhabiliter, peut-être pour un peu nuancer ce qu'on a essayé de défendre au cours de ce séminaire sur l'écologie de l'attention, qui consistait à défendre l'attention profonde, comme l'attention qui était nécessaire à la constitution d'un savoir. Et qu'il y a peut-être une autre forme attentionnelle, qui serait donc celle de ce scanning, qui permet, à certains moments du processus d'élaboration créatif, d'avoir une vue d'ensemble globale de ce qui a été élaboré, et ensuite de jongler en fait entre une attention consciente et une attention plus dédifférenciée, plus syncrétique. Donc peut-être que dans certains domaines de réflexion intellectuelle, comme les mathématiques, il ne s'agit pas de mettre de côté l'attention consciente ou la question du choix, mais il s'agit de dire que pour arriver à ces fins, il faut passer par des étapes de dédifférenciation, de syncrétisme, d'attention horizontale, qui suspendent la question du choix, qui suspendent l'attention consciente et qui ensuite la réintègrent. Alors après, il faudrait rentrer dans le détail de ce processus-là. Moi, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est comme ça que je termine mon intervention en disant que voilà, il y a un domaine à étudier et peut-être que nous contribuerons à l'étudier si on poursuit ce séminaire sur l'écologie de l'attention. Voilà. Vas-y, Gérald, tu as un micro. Sur la question de choix, je préfère toujours penser en termes de la décision. Si nous prenons comme point de départ le constat de Jacques Derrida que la décision est toujours la décision de l'autre en moi. Il dit ça dans les politiques d'amitié. La décision de l'autre en moi, ce que ça veut dire, c'est que je suis toujours... j'agis toujours sous l'influence des facteurs inconscients, soit sociaux, soit psychosociaux. Mais c'est intéressant de repenser cette phrase depuis une pensée de l'addiction aussi. Car la décision de l'autre en moi, qui est la décision d'un toxicomane, le moi qui décide va être toujours le système dopaminergique à laquelle on est accroché. On est toujours accroché à la dopamine et non pas simplement à la cocaïne. Mais en effet, c'est la cocaïne qui est l'autre en moi qui pense. Mais on peut changer ici le rapport entre le qui et le quoi, entre l'autre qui décide en moi. Si je m'accorde, si je trouve un équilibre avec l'autre en moi, il est possible de créer ces moments ces intermittences de ce qu'on pourrait décrire en termes d'agencivité, c'est le mot, oui, exactement. Donc, ces moments de rupture où c'est l'autre qui pense en moi est effectivement le moi. Donc, c'est ça, je préfère cette manière de penser de choix. Qui veut, voilà, Michel Carpentier, je te fais passer le micro. Et ensuite Paolo. D'accord. On prendra les deux questions en même temps, comme ça. Oui, peut-être un petit mot à ce niveau-là. Enfin, le passage, par exemple, du mot addiction au mot toxicomanie me semble intéressant, parce que la dimension maniaque de l'existence est une dimension qui a à voir avec ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Et les troubles de l'humeur, c'est un domaine de l'existence qui est très lié à ce que Weizsäcker, Maldiner, Wingstrauss appellent la dimension pathique.
la dimension pathique, c'est-à-dire une dimension de l'existence qui précède la séparation sujet-objet. Et au fond, dans la dimension toxicomaniaque, il n'y a pas réellement d'objet. L'objet, au moment même où il se constituerait comme objet, il disparaît. Donc voilà. Ça a à voir aussi, par exemple, notre dimension par rapport à la question de la création, tout à l'heure. Vous évoquiez beaucoup le mot Gestalt, mais le mot de Paul Klee, c'est le mot Gestaltung. Et le suffixe me semble extrêmement important. C'est aussi le mot de Prince Horn, qui parle de Gestaltung. C'est repris, ça, par Henri Maldinet. C'est repris d'une façon très intéressante et articulée d'ailleurs avec la dimension contactuelle de Zondi que le vecteur C cyclique de l'existence, là aussi. Et cette dimension-là, il me semble, elle est essentielle parce que sinon on est obligé d'être dans des dimensions pseudo-moaïques, mais je pense que ce n'est pas au niveau moaïque que la question de la création se joue. Hein, c'est bien plus au niveau de, pour reprendre Winnicott, en rapport avec les trouvailles, disons, du champ transitionnel et du champ potentiel. Donc là, il y a aussi quelque chose peut-être à creuser un petit peu. Et puis, par rapport à cette dimension-là, il y a aussi... Houry avait écrit sa thèse qui s'appelait Essai sur la connation esthétique, qui a été un petit peu transformée en création esthétique. Mais le mot de connation est intéressant parce qu'il met en mouvement le corps dans le processus même de création. Hein. Et comme dit Paul Klee, il y a un moment cosmogénétique là-dedans, où on retrouve tout ce qu'on évoquait depuis ce matin, les relations au fond entre une position singulière et la dimension du cosmos ou du monde alentour, hein. La structure de l'organisme, on pourrait dire, en reprenant un titre de Goldstein. Donc toutes ces dimensions-là, il me semble, elles sont intéressantes à essayer de réouvrir et de travailler, et peut-être avec Henri Maldinet aussi. Il y a beaucoup de choses à essayer de retrouver chez lui. Et puis quant à la question de la décision, alors je pense que ça vous intéressera, il y a un séminaire d'Houry qui s'appelle justement La décision, et où il reprend justement Victor von Weizsäcker, c'est-à-dire de quelle manière finalement au cours d'une existence tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie va pouvoir se manifester et que quelque chose va se décider, y compris même au niveau apparemment organique. Hein. Par exemple, la dopamine, elle est mise en échec dans son action sur la faim. Par exemple, quand on est déprimé, ou bien quand il y a une anorexie mentale, comme on dit. C'est un autre niveau de complexité quand même, il me semble, que simplement des mécanismes dopaminergiques. Mais alors, l'intérêt de l'approche d'Houry, c'est d'essayer de situer la décision. Par exemple, il dit dans tout premier chapitre, par le premier séminaire qu'il fait, il dit par exemple, la décision, c'est quand quelqu'un va mourir. Et quelqu'un va mourir et quelqu'un doit venir auprès de la personne qui est en train de mourir. Et il y a un temps comme ça où physiologiquement elle devrait être morte, mais sauf qu'elle continue à vivre et à survivre jusqu'à l'arrivée de celui qui doit arriver de loin. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'une décision qui se prend, voilà, dans la rencontre. Alors, toutes ces dimensions-là, humainement, sont extrêmement complexes et il faut leur laisser, je pense, une complexité qu'il faut essayer de déployer pour maintenir de l'ouvert. Parce qu'au fond, toutes ces dimensions humaines visent l'ouvert. Merci. D'abord, je salue Anaïs. Je dis ciao Anaïs.
après cela, ce matin, j'étais tenté de poser une question à Paul-Émile quant au virtuel chez Deleuze. Mais j'ai raisonné un peu et je pensais qu'elle était trop longue. Mais maintenant, après l'intervention de Gérald, je me suis dit, d'accord, j'éprouve à poser une question qui regarde à la fois les virtuels de Paul-Émile et l'addiction de Gérald, c'est-à-dire une question qui va être une sorte de suggestion sur la pharmacologie, parce que pharmacologie du virtuel et pharmacologie de l'addiction. J'ai trouvé un lien un peu aléatoire, mais je crois qu'il y a un lien. Alors, Gérald, tu as parlé du rôle de la dopamine en rapport et les rapports avec la restriction de projeter des alternatives. C'est-à-dire que la dopamine fait que comment dire, restreint la faculté de projeter des alternatives. Et alors, en pensant comme ça, on peut aussi concevoir cette forme de restriction comme une forme de restriction de l'archi-cinéma. Si nous suivons les cours, le séminaire de Bernard, c'est-à-dire projeter, la faculté de projeter. Et en particulier, la faculté de projeter des alternatives. C'est-à-dire, avec les mots de Deleuze, c'est la faculté de projeter des lignes de fuite. Chez Deleuze, la ligne de fuite, ce n'est pas une fuite de la réalité, mais c'est une fuite dans la réalité, c'est-à-dire une fuite qui cherche des alternatives, des nouvelles armes. Et alors, on peut dire, en croisant l'archi-cinéma et la conception du virtuel de Deleuze, que la restriction dopaminique portée par la dopamine peut être une restriction de virtualiser le présent dont Bernard a parlé aujourd'hui, à savoir l'existence. Virtualiser l'existence, c'est produire de consistance, c'est-à-dire il y a l'existence, si nous projetons quelque chose au-delà de cette existence, du présent, nous produisons de consistance. Avec la dopamine, cela est mis en question. Il y a un problème pharmacologique de la mise en question de la faculté de projeter. Maintenant, je m'arrête là sur la question dopaminique. Quand Paul-Émile, aujourd'hui, tu as parlé de Deleuze et du virtuel chez Deleuze, je pensais à une chose que Deleuze a dit, que une phrase fameuse qui Deleuze reprend de Proust, que le virtuel, c'est réel sans être actuel et c'est idéal sans être abstract. Voilà les purs virtuels. En disant cela, Deleuze pense le virtuel comme quelque chose qui n'a besoin de rien. Le pur virtuel n'a besoin de rien. Ce que tu as dit dans ton intervention montre que le virtuel, par contre, a toujours besoin de quelque chose. Parce que pour projeter des alternatives, pour produire des consistances, pour penser le virtuel, pour se poser au niveau du virtuel, nous avons toujours besoin de signes, d'écriture, des images, même du passé. C'est le virtuel, c'est le passé pur, à l'état pur. Nous avons besoin du passé. Alors, nous avons toujours besoin de quelque chose. Voilà la pharmacologie du virtuel. Le virtuel, c'est le produit d'une dépendance. Le virtuel dépend toujours de quelque chose. Sans une dépendance, il n'y a pas de virtuel.
On peut la penser comme ça, c'est-à-dire on peut penser les virtuels en tant que quelque chose qui est produit. Et après, les virtuels produisent et va produire le monde. Mais il y a une dépendance. Comment dire, Paul Willemark a parlé du défaut d'origine de Bernard, la double origine. Il y a quelque chose par laquelle il y a un défaut, et alors il y a une dépendance pour produire quelque chose. Et alors, voilà les points qui croisent les deux interventions, pour moi et pour ma perspective. On peut penser, peut-on penser les rapports pharmacologiques entre virtuel et addiction? Et je vous pose cette question. Comment dire? Il y a l'archi-cinéma a toujours besoin du cinéma, de Lascaux, de Chauvet, de Lascaux. Nous pouvons voir cela. Et nous pouvons projeter en partant dans quelque chose qui est une image. Et alors, le virtuel, qui n'est pas pur d'origine, a besoin d'une addiction. Et quel est le rapport? Et comment la pharmacologie peut nous aider à montrer ce rapport-là entre addiction et virtuel? Je vais essayer de répondre rapidement à ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous avez raison, monsieur, de réhabiliter la richesse du processus de création. Encore une fois, ce que je voulais faire, c'était moi-même réhabiliter une forme attentionnelle qui consiste dans le scanning. Pas dire que la création consiste dans le scanning, mais dire que le scanning participe ou contribue à un processus de création. Ça, c'était juste la nuance que je voulais faire. Pour moi, il me semble quand même qu'il y a certaines créations qui ne procèdent ni d'un choix ni d'une décision, mais qui procèdent d'une action. Regardons ce qui a été fait dans la peinture moderne, allons voir du côté de Pollock ou de d'autres artistes qui disent qu'ils sont guidés par des processus inconscients, et il me semble difficile de dire qu'il puisse y avoir un choix ou une décision qui soit inconsciente. Ça me semble quand même contradictoire. Maintenant, tout processus de création ne consiste pas en de la peinture. Encore une fois, il y a de la mathématique, il y a de la philosophie qui là font appel à un choix ou à une décision. Mais il me semble quand même que parfois il y a création sans avoir ni décision ni choix. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais faire une remarque un peu plus générale par rapport aux interventions qui ont eu lieu là cet après-midi. C'est intéressant de voir que, au fond, moi, ce dont je parle comme scanning, c'est un processus de dédifférenciation attentionnelle. Lorsque nous sommes bombardés en fait d'informations, nous avons une espèce d'attention horizontale comme ça qui essaye d'embrasser la totalité des informations qui nous arrivent. Et j'ai l'impression que cette forme attentionnelle peut entrer en opposition avec une forme attentionnelle qui correspondrait aux expériences que vous avez décrites, Gérald et Paolo, et là qui réhabilite tout le vocabulaire philosophique du choix et de la décision, ce qui est en rapport avec tout ce qui est dopamine, où là on ressent une certaine excitation, on doit faire un choix ou une décision qui vont s'effectuer sans passer par des mécanismes réflexifs et qui vont s'effectuer de manière extrêmement automatique. Et j'ai l'impression qu'on est là à ce moment-là dans une temporalité qui est extrêmement rapide, dans quelque chose qui est extrêmement réduit, avec une virtualité qui va être aussi très réduite. Je trouve que votre réflexion sur la virtualité est très pertinente. Et tout ce monde-là, cette expérience-là, me semble quand même en opposition avec ce que je décris moi à travers cette attention horizontale. Ça ne veut pas dire du tout que vous avez tort ou que j'ai raison ou l'inverse. Ça veut dire que j'ai l'impression que aujourd'hui arrivent des types d'expériences quand même qui trouvent certains opposés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, merci et merci à Paolo. J'attendais à ce que tu me poses une question sur Deleuze, tout en sachant que ça me permettrait de répondre et aux questions d'Andrea, à celles de Michel aussi, et aussi à Igor. Car ce qui est... Alors, pour commencer, qu'est-ce que la création? C'est participer, contribuer à la construction de l'ordre symbolique en passant à l'acte. C'est-à-dire en élargissant le domaine de l'ordre symbolique, le domaine de l'expérience, en élargissant nos horizons d'attente. Mais il y a une différence à faire ici entre
ce qu'en termes de l'uso-guattarienne, on pourrait appeler le désir castré, c'est-à-dire le désir qui est confiné au domaine du fantasme, la notion de l'inconscient comme théâtre de rêve, comme il l'avait décrit. Et la créativité qui, n'étant pas castrée, peuvent produire de la réalité. Et une des choses auxquelles je pensais en écrivant sur l'addiction et l'écran était alors, dans le contexte des émeutes en Angleterre en 2010, surtout à l'arrondissement de Londres qui s'appelle Tottenham, où on peut interpréter très facilement ces émeutes dans le contexte des jeunes chômeurs qui ont été tout à fait exclus de participation dans la construction de leur communauté. Et on doit se demander, dans ce contexte, est-ce que ceux qui passent des heures, des mois entiers à construire des constructions extraordinaires dans Minecraft, et comme vous l'avez dit, il s'agit souvent des équipes d'une trentaine d'utilisateurs qui construisent des cathédrales, des édifices historico-culturels. Est-ce qu'ils sont confinés à la construction créative imaginaire, à peu près castrés d'un monde virtuel, car ils ont été privés de l'occasion de participer dans la construction de leur environnement locaux? C'est ça qui m'intéresse. Évidemment, il y a aussi une question à poser ici entre la créativité et l'aspect curatif positif du pharmacone. Et il va de soi que nous n'aurions pas eu les flots du mal de Baudelaire sans la toxicomanie. Deleuze lui aussi parle du désir d'être un petit peu alcoolique, c'est-à-dire de garder la dimension curative du pharmacone sans devoir se risquer de plonger dans une toxicité dont on ne peut pas se retirer. Donc c'est cette dynamique entre le rêve castré et le rêve qui, à l'aide de pharmacas curatifs, qui peuvent contribuer, participer avec la construction de la réalité en termes deleuziennes. Oui, d'accord. Donc Youk. Et puis... Allô, ça fonctionne. Bon, j'ai une question, je voulais poser à Anaïs, parce qu'à la fin, tu as dit qu'il faut penser la médiation comme objet technique. Mais en fait, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire par ça. Par contre, j'ai aussi quelques mots à dire sur la concrétisation des objets techniques parce que j'ai travaillé sur ce sujet depuis longtemps. Et pour Simondon, la différence entre les objets artisanaux et les objets industriels est que Simondon il disait que les objets artisanaux, il n'y a pas d'essence technique. Il n'y a pas d'essence technique parce qu'il était déterminé par le besoin du marché. Par contre, le marché... Ouais. Bon. Et vous, dans la communauté, et par contre, les objets industriels, il y a l'évolution ou le progrès technique était amené par la technicité qui était permise par les mouvements des éléments techniques. Par exemple, un diode, on peut l'utiliser presque dans toutes les machines. Mais ça ne veut dire pas que les objets industriels ou le réseau se forment par les objets industriels sont plus ouverts que les objets artisanaux.
Et je pense que ça c'est très important parce que là-dedans on peut trouver un politique ou un projet politique proposé par Simondon du monde d'existence des objets techniques. Et par rapport à la concrétisation, ce qui est très important à penser à la concrétisation est la question de la causalité. Et parce que... Tu peux répéter juste la dernière, juste ce que tu viens juste de dire là? Ce qui est très important dans la concrétisation est la question de causalité. La causalité, parce que l'évolution des objets techniques, c'est le progrès d'une causalité. Et Simondon, quand il parlait d'un individu technique, c'est un objet où on peut trouver une causalité récurrente dans l'objet, dans l'individu technique. Et la deuxième, du coup, Simondon, il parlait aussi je pense que chaque fois qu'on utilise, c'est par rapport à Gérard, chaque fois qu'on utilise un nouvel outil, il y a toujours un refonctionnement qui s'est passé déjà. Sans doute, mais la question que Simondon il a proposée est que chaque objet technique, il y a déjà une surdétermination. Mais il faut penser d'une marge d'indétermination. Ça veut dire quoi? Une marge d'indétermination, c'est pas clair dans la pensée de Simondon, mais c'est très important de penser, c'est-à-dire que, par exemple, considérant un stylo là, je peux l'utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité entre moi et le stylo, où je ne peux pas le mettre et je ne l'utilise pas et demain je peux le reprendre. Hein. Sinon, ça c'est l'addiction. Hein. La deuxième question est sur la question de réseau que tu as provoqué. Moi, je pense dans du monde l'existence des objets techniques, il y a une histoire de réseau très intéressante, mais je n'ai pas trouvé qu'il y a une proposition politique sur les réseaux qu'on peut trouver dans la pensée de Simondon. Par contre, je pense que ce concept de réseau est très pauvre dans la pensée de Simondon. À la fin du monde d'existence des objets techniques, Simondon il a dit quelque chose, pour moi c'est très choquant. Il disait qu'on peut réparer un objet technique, on peut faire quelque chose avec un objet technique ou réparer un réseau, mais on ne peut pas créer un réseau. On ne peut pas créer un réseau. Mais aujourd'hui, c'est ça la question, parce que en fait, on a la capacité de créer les réseaux que Simondon n'a pas envisagé. Benoît. J'aimerais avoir des éclaircissements sur les notions du qui et du quoi. Anaïs, je crois que tu voulais dire quelque chose, tu avais dit. C'est par rapport à Gérald. En fait, je me suis demandé si ça serait utile de distinguer le sacrifice de la figure du sacrifié. Parce qu'il y a quand même une dimension sacrificielle dans cet environnement consumériste. On est tous assez préoccupés par la question de l'attention, la question de la capacité à projeter. Et il me semble qu'il y a
il y a quelque chose déjà en jeu qui semble figurer le sacrifié. Et ça pourrait permettre de penser justement ce qui qualifie ou ce qui donne la qualité au sacrifice, un sacrifice que tu as défini comme étant ce qui permet à l'objet fétiche de ne pas être totalement toxique, ou en tout cas de pouvoir cultiver dans le fétiche une dimension curative. Et j'aimerais savoir comment cette figure sacrificielle moderne, je tente, de l'addict récupère non seulement une technique, mais aussi développe à partir de sa propre condition sacrificielle, finalement, une autre dimension curative, si ça fait sens. Merci beaucoup, Anaïs. Donc, la première question était adressée à Anaïs. Donc, c'était la question de Youk. Alors, tu gardes la parole pour, si tu veux bien répondre à Youk. Alors, donc, j'ai commencé en disant qu'il y a un débat qui est posé par le fait que nos trois auteurs pensent la médiation comme objet conceptuel. Et à partir de là, j'essayais de penser quel était l'enjeu d'un tel débat. Est-ce que c'est un enjeu éthico-civique ou est-ce que c'est un enjeu conceptuelo-méthodologique? Et à partir de ça, j'essayais de penser Simondon comme quelqu'un qui arrive grâce à ce développement de l'objet technique, une polarisation de ce débat, non pas selon ces deux camps de la théorie médiatique très contemporaine, mais au niveau de ce réseau qu'il me semble permet d'ouvrir un peu la question de l'enjeu de la médiation au-delà de la question de la théorie des médias. Et c'est pour ça que Simondon m'intéresse. Par rapport à ce que tu as dit sur l'objet artisanal et l'objet technique, je peux revenir sur certains points. Quand je dis la médiation comme objet technique, c'est parce que chez Simondon, la condition d'ouverture de l'objet technique est le réseau de technicité. Et la médiation telle que j'essaye de la penser, c'est une médiation qui appelle... J'ai beaucoup de retours dans ma voix, mais c'est une médiation qui appelle un réseau de technicité. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une pluralité de dimensions d'expérience qui dépassent le perceptif sensoriel. C'est vraiment, ça s'inscrit dans des structures algorithmiques qui construisent ça. Et ça, je veux penser cette structure algorithmique comme médiation, puisque c'est ce qui maintenant dispose de nos facultés potentielles, mais aussi de nos facultés pour avoir accès à l'objet de la médiation, si ça fait sens. Donc l'objet artisanal et l'objet technique, il est distinct chez Simondon. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'objet artisanal. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que l'ouverture de l'objet artisanal dépend chez Simondon d'un réseau de technicité qui est celui des compétences. Et pour l'objet technique industriel, le réseau de technicité dépend d'un réseau de distribution de la pièce détachée. Et donc, cette tension-là, qui est
proposé par Simondon offre comme une sorte de chiasme pour penser la médiation, disons, algorithmique, celle qui dépasse notre expérience et pourtant la conditionne et la structure. Donc ça, c'est pour répondre, en essayant de répondre à ta première question. Par rapport au progrès, comme lié à le progrès d'une causalité comme étant ce qui est lié à l'évolution de l'objet technique. Je pense que Simondon est assez clair quand il affirme que le progrès de l'objet industriel et son potentiel de concrétisation est absolument réduit et c'est peut-être lié à ta critique que tu as fait de la question du réseau chez Simondon à la fin du mode d'existence des objets techniques, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que cette question du progrès est complètement détachée, ou en tout cas déplacée de nos catégories socio-culturelles qui apparaissent et se construisent en après-coup de la création de l'objet technique. Et ça me permet, cette marge-là dont tu as parlé, toi tu parles de marge d'indétermination, on peut parler aussi de marge d'actualisation, de temps qui sépare justement la concrécence ou la concrétisation ou l'actualisation d'entités ou d'éléments, permet, il me semble, de penser un réseau qui ne s'agit plus uniquement de l'objet technique, mais de sa mise en réseau, de sa dépendance au réseau, pour revenir sur la dépendance. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions. Par contre, juste pour finir, sur la question de la création du réseau, il y a à développer, je pense, une pensée chez Simondon de la culture de la sacralité et de l'historicité comme création, qui sont des réseaux post-concrécence de l'objet technique, mais qui aussi conditionnent notre capacité au progrès technique. C'est juste une remarque sur cette question des réseaux et Simondon, parce qu'il y a réseau et réseau chez Simondon. Il y a le réseau au sens où tu l'évoquais, Anaïs, pièces détachées, logistique, finalement, qui est un réseau de support des objets techniques, et puis il y a le réseau plus réseau électrique ou réseau de communication, comme aujourd'hui, qui n'a pas du tout le même statut chez Simondon. Je ne crois pas que tu l'aies dit, c'est pour ça que je voulais le préciser, Youk. Il y a aussi les réseaux d'énergie. Les réseaux d'énergie. Parce que ces réseaux, pour Simondon, d'ailleurs il le dit de manière très claire, le réseau est fallacieux. Parce que le réseau apporte finalement avec lui une forme d'aliénation de l'objet technique. C'est ce qu'on a tous, j'ai mon téléphone, mais il n'y a pas de réseau, c'est une brique qui ne sert à rien, et du coup, en tant qu'objet technique, il perd son autonomie, et donc il est lui-même aligné dans le réseau énergétique de communication. Donc il y a toujours une réticence chez Simondon vis-à-vis du réseau, en tant que, voilà, il est fallacieux vis-à-vis de la vision de l'objet technique, notamment celle qu'il produit dans du mode d'existence des objets techniques. Et ça, je pense que par rapport à... Je suis d'accord, et c'est pour ça que je pense qu'il y a à développer une pensée du réseau qui n'est pas forcément directement
développé par Simondon en tant que tel, mais il donne la possibilité, ou en tout cas le champ pour penser ces différentes interrelations de réseau. Par contre, Hugh, je pense que la création du réseau chez Simondon est liée à la logique interne de l'objet technique qui dépasse, il me semble, ou qui vient a priori de toute construction socio-culturelle et historiciste de l'objet technique. Et c'est là où je pense que ta recherche sur le digital object permet de penser une ouverture de l'objet technique qui dépend d'un réseau, mais sur un autre, sur un autre plan, et qui pense la concrétisation dans cette ambivalence-là de dépendance au réseau, comme la personne qui vient de parler, dont je ne suis pas vraiment sûre du nom. Christian Forêt. Je te laisse répondre. Alors, si tu voulais prendre la question du qui et du quoi, j'ai encore autre chose à ajouter sur le sacrifice. Voilà. Le qui et le quoi dont parlait Gérald, c'est une catégorisation que j'ai faite moi dans un livre, dans mon premier livre, qui s'appelle La technique et le temps, où j'essaye de montrer que le qui, c'est-à-dire nous, est toujours constitué par un quoi, voilà, qui n'est pas un objet simplement, hein. C'est pas simplement le concept de l'objet, par exemple, depuis la philosophie moderne, voilà. Et donc là, un peu, c'est ça toute la base de mon travail en réalité, ce que j'appelle aussi la prothéticité. Ça consiste à poser que le qui n'est pas le quoi, mais le qui n'est pas sans le quoi. Et le problème est que le qui peut fantasmer d'être le qui sans quoi. Ça, c'est tout le fantasme de la métaphysique. Et la métaphysique, c'est pas seulement la philosophie, hein. Il y a de la métaphysique en médecine, en mathématiques, tout ce qu'on veut. Métaphysique au sens de Derrida et de Heidegger et du XXe siècle, c'est-à-dire, et qui est le sens que donne Kant, le tout premier. C'est la métaphysique, c'est la philosophie qui a perdu le sens de ses propres limites, si on peut dire, hein, si on le dit dans le langage de Kant. Et le quoi peut aussi absorber le qui. Et je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Moi, j'appelle ça aujourd'hui la prolétarisation. Voilà. Et c'est un des enjeux, à mon avis, fondamentaux de questions que soulevait Anaïs, et aussi Gérald, d'ailleurs. Alors, et pour reprendre cette question par rapport à celle d'Anaïs, en touchant aussi à quelque chose que disait Hugh, alors, c'était quoi? Je veux commencer par en remarquant que je fais un lien très fort entre le sacrifice et la décision de l'autre en moi. Et je vais entrer le Derrida ici en disant que toute décision est une décision sacrificielle qui donne la mort aux autres possibilités d'existence. Alors, quand je décide, je sacrifie, je mets à mort d'autres possibilités d'existence, mais étant donné que ma décision est la décision de l'autre en moi, ça peut être aussi ma prothèse qui me programme de manière à générer une certaine tendance à penser. C'est en effet, c'est la machine, c'est l'outil, c'est le quoi qui génère mes horizons de pensée jusqu'à ce que pour déterminer ce qui est le sacrifié dans ce contexte. Mais pour reprendre la distinction qu'avait esquissée Anaïs sur le sacrifice et le sacrifié, je suis absolument d'accord avec ça. Et j'ajouterais que je pensais au début de juillet, faire un exposé ici sur le rapport entre le dreaming aborigénal australien et la prédominance d'alcoolisme parmi les communautés castrées
des Australiens aborigénales aussi. Évidemment, c'était quelque chose de loin trop compliqué pour faire en 20 minutes, mais il est intéressant de remarquer l'objet fétiche, l'utile, le rituel de sacrifice qui tourne autour de ce qu'on appelle chez les aboriginaux les turingas. C'est un objet technique fétichisé dont parle beaucoup Durkheim dans les... c'est quoi le nom du livre? Exactement. Et les turingas font partie des rituels, des règles culturelles qui organisent le contexte de tout sacrifice. Donc, pour reprendre cette idée qu'il y a une distinction à faire entre le sacrifice et le sacrifié, je dirais absolument que oui, le sacrifice n'est pas simplement le fait de sacrifier, c'est toutes les règles culturelles, c'est toute l'organisation culturelle qui détermine ce qui va être mis à mort. Non, pour reprendre une instance excellente de cette distinction, il y a un essai de Marcel Détienne et un Norvégien suédois, Svebro, dans le livre très bien connu de Vernon et de Détienne sur la cuisine de sacrifice, où Détienne et Svebro parlent de toutes les processus qui font partie d'un sacrifice, et dont le but est d'assurer que le sacrifice ne tombe jamais dans l'assassinat. Donc ce sont tous des règles culturelles pour assurer que le sacrifice sacré qui permet la participation dans un monde divin sacré ne soit pas profanisé en devenant, comment dire, en se plongeant dans le meurtre. Alors, donc par exemple, le sacrifice consiste d'une série de processus, de règles comme le lavage de mains, le port de vêtements spécifiques qu'on va brûler après, le fait de jeter le couteau sacrificiel, le makaira, à la mer tout de suite après avoir sacrifié, pour assurer que la lame sacrificielle ne devient pas dans les mains de quelqu'un d'autre une lame d'assassinat. Donc, pour le mettre dans le langage de Bernard, le sacrifice tourne aussi autour de l'organisation culturelle, pas simplement l'organe artefactuel qui met à mort et qui est mis à mort tout de suite après. Merci Gérard. J'ajoute que ce que disent Svebro et Détienne, c'est une reprise de ce que dit Mauss, en fait, dans tous ses travaux fondateurs sur le sacrifice. Alors, moi je vais essayer de réagir à tous les exposés, en essayant de ne pas être trop long. Je vais l'être un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même essayer d'aller assez vite. D'abord, je voudrais souligner et acquiescer au fait que Anaïs a parlé dans son commentaire de ce livre co-signé par Wark et Galloway, auquel j'ai cru comprendre que tu n'adhères pas vraiment. Et donc tu as dit question d'une rétention tertiaire planétarisée. Ça, je pense que c'est une question absolument fondamentale. Nous vivons à l'époque de la planétarisation, de la globalisation, de la tertiarisation et de ce que j'appelle parfois les rétentions tertiaires collectives, ce qui a pour conséquence une globalisation des rétentions secondaires collectives et pas simplement des rétentions tertiaires, puisqu'évidemment, et ça croise d'ailleurs des questions que Paul a soulevées, il y a des liens directs entre les rétentions tertiaires, enfin directs, pas directs, mais étroits entre les rétentions tertiaires et les rétentions secondaires, psychiques ou collectives. Ça croise aussi ce qu'a dit Paul Émile, je ne sais pas où il est, tout à l'heure, voilà, sur, je dirais, les différentes couches de rétention, voilà, dans sa critique de la théorie du virtuel de Vial.
Bon, moi je crois que j'adhère pleinement. Gert, malheureusement, il aurait beaucoup voulu venir au départ. Gert Levink, il voulait participer, mais comme son fils reprend l'école à Amsterdam, reprenait l'école aujourd'hui, il a dû partir à Amsterdam. Donc voilà, il ne pouvait pas être là. C'est bien dommage parce que ça aurait été passionnant de l'écouter réagir à ton exposé. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis absolument d'accord avec lui dans la critique qu'il fait tel que tu l'as présenté, parce que moi je n'ai pas lu le texte de Galloway mais je peux imaginer, Galloway et Work, à quel point c'est peut-être vraiment coupé des questions fondamentales que pose Gert Levink. Voilà. Alors je voulais souligner aussi en passant que tu as fait référence avec Ken Mackenzie Work à Morphée et au songe. Bon, je le signale parce que derrière tout ce qui est dit là, la question fondamentale, c'est bien effectivement une interruption, comme le dit Jonathan Crary, du pouvoir de rêver, c'est-à-dire de la liberté de songer et de produire des intermittences. J'espère que le cabot ne vous empêche pas d'écouter. Tu as signalé Wilhelm Flusser et la question de l'herméneutique. Bon, moi, je voudrais souligner cela parce que la thèse que nous soutenons, et que je vais soutenir d'ailleurs dans un livre qui reprendra des thèmes des 2 séminaires précédents, c'est que la question fondamentale qu'il faut, avec Gert Levink, on en parle d'ailleurs avec Gert, aujourd'hui, faire avancer dans le débat public et autour du numérique et des réseaux, c'est l'herméneutique. Et c'est ce que j'appelle moi-même, dans ce bouquin qui s'appelle La société automatique que je suis en train d'écrire, l'herméneutique algorithmique. C'est-à-dire une herméneutique qui n'est pas du tout opposée aux algorithmes, qui est fondée sur les algorithmes. Je vais essayer de faire taire le chien. Excusez-moi une seconde. Allez, tais-toi maintenant. Ça suffit. Allez. Je ne sais pas si ça va être très efficace. Attention, hein. Ouais, bien. Donc je disais Wilhelm Flusser, la question de l'herméneutique, je pense que c'est une question absolument fondamentale. Et pour pouvoir s'emparer de cette question, et pas simplement s'en emparer théoriquement, mais pratiquement, il faut absolument dépasser les oppositions qui sont vraiment catastrophiques entre, par exemple, l'autonomie, l'automatisation, la matière et la forme, un certain nombre le transcendantal et l'empirique, etc. etc. Quoi qu'il en soit, quand tu citais, en disant que dans cette hypersphère planétaire, comme rétention tertiaire globale et globalisante, tu citais Simondon, l'action humaine ne sait plus trouver ses points d'insertion, c'est ce que nous appelons ici la prolétarisation, et moi j'appelle ça aujourd'hui, tel que tu l'as décrite, la prolétarisation généralisée. Et ici, je voulais te poser une question, c'est de savoir si tu as un petit peu étudié notamment cet article de Thomas Berns et Antoinette Rouvroy qui s'appelle « La gouvernementalité algorithmique », qui est à mon avis un travail vraiment très très nourrissant pour instruire cette double dimension du réseau, formule mathématique distribuée d'un côté, comme tu disais, structure ouverte de l'objet technique de l'autre. Je dis cela parce que Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, surtout Antoinette Rouvroy, qui vraiment a analysé ça de près, même si je pense qu'on peut leur objecter des choses et ajouter des choses à leurs analyses, se pose la question d'un droit qui pourrait sortir de cette gouvernementalité algorithmique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Un droit qui serait conçu comme une thérapeia, comme vraiment une approche thérapeutique. Et alors derrière cela, et derrière la question d'ailleurs que tu as adressée, Youk, à propos de la médiation et de la technique, il y a la question de la transindividuation numérique. Voilà. Comment le processus de transindividuation devient un processus technique alors qu'il est social, psychosocial. Et comment est-ce que c'est possible ? Ça, c'est possible par des agencements très 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 spécifiques entre les différentes couches rétentionnelles, y compris la dopamine, etc. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et alors ça, c'est vraiment des questions d'organologie générale. Alors maintenant,
c'est là que je voudrais en venir. Je pense que pour me satisfaire absolument, ton exposé m'a beaucoup plu, mais il y a une chose que je crois qui est appelée par ce que tu as dit, c'est de étendre cette pharmacologie des réseaux à la question de la transindividuation numérique, justement, c'est-à-dire à toutes les couches organologiques, au sens où Gérald le disait tout à l'heure. Il y a l'objet technique, il y a tout ce qui est lié à tout cela, mais au-delà de cela, l'organologie, c'est pas simplement les objets techniques, c'est les relations sociales, c'est les processus d'individuation psychique, c'est les organes physiologiques, somatiques, et que tout cela doit être appréhendé du même mouvement, parallèlement et intégralement, si je puis dire. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher souvent à des approches en théorie des médias qui pratiquent un médiocentrisme, comme il y a des neurologues qui pratiquent un neurocentrisme et des philosophes qui pratiquent un logocentrisme. Voilà. Et là, je crois qu'il est très important de revenir sur une question que j'avais posée il y a pas mal d'années avec quelqu'un qui a un rôle important en France sur ces questions de réseau numérique, c'est Philippe Aigrin. Puisque nous avons travaillé ensemble pendant 2 ans, et nous avions développé l'idée que le numérique allait créer ce que nous appelions des réseaux technogéographiques humains associés, qui allait créer en fait une fonctionnalisation de l'humain comme fonction du système technique devenu une métamachine au sens de, comment s'appelle-t-il, que Deleuze et Guattari ont commenté, j'arrive plus, Mumford, et que finalement il y avait une possibilité d'intégrer les populations, je dis les populations au sens de Michel Foucault lorsqu'il parle du biopouvoir et de la biopolitique, d'intégrer les populations comme fonction technique, et non plus ni comme usager, ni comme quoi que ce soit, mais comme pure fonction technique. Ça, aujourd'hui, c'est réalisé. Hein. C'est plus une possibilité, c'est plus un danger de science-fiction. C'est ce qui se passe en ce moment même. Et c'est ça, d'ailleurs, que Bernd Serouvroy appelle la gouvernementalité algorithmique. Et c'est ça ce que j'appelle, moi, la prolétarisation généralisée. Alors, il est possible de lutter contre cela. Il est possible de lutter contre cela en faisant une pharmacologie des milieux associés, sachant qu'un milieu associé, ça peut être... j'ai opposé milieu associé et milieu dissocié, mais en fait, on ne peut pas les opposer. Un milieu associé peut toujours devenir encore plus dissocié qu'un milieu associé, qu'un milieu dissocié classique. Il y a une pharmacologie des milieux associés qui se pose aujourd'hui d'une manière exceptionnellement grave, d'ailleurs, avec un niveau d'urgence absolument angoissant, tragique. Bon, je voulais aussi dire un tout petit mot pour... finir pour ma réaction à l'exposé de Anaïs sur Whitehead. Tu l'as souligné, la proximité entre concrescence, je ne dirais pas entre concrescence et concrétisation, je dirais entre concrescence et processualité. Parce que finalement, ce que Whitehead appelle la concrescence, c'est bien plus... C'est ce, pour moi en tout cas, c'est ce que Simonon appelle le processus. Voilà. Et il dit qu'il faut s'intéresser au processus plus qu'à l'individu, voilà, au processus d'individuation plus qu'à l'individu. Et je crois que c'est ça qui est l'enjeu fondamental de la concrescence. En revanche, je pense aussi que, parce que je lis de plus en plus Whitehead, j'essaye d'ailleurs de tout lire, mais j'ai du mal parce que c'est très dur à lire, mais je pense que Whitehead est un penseur de l'avenir. Parce qu'il pose, c'est pour ça que je parlais de cosmologie spéculative ce matin, il pose des problèmes d'intégration de l'artefact dans le cosmos. Et ça se rapproche beaucoup, Didier Debèze en Belgique a souligné ce point d'ailleurs, et nous l'avons invité à l'IRI il y a 4 ou 5 ans dans un séminaire consacré aux nanotechnologies, et il se rapproche beaucoup de Gilbert Simondon, et je pense que le couple Simondon-Whitehead est un couple intéressant, mais il faut dépasser Simondon et Whitehead en les accouplant, hein, comme toujours. C'est-à-dire qu'un accouplement, ça donne un indiscernable, un troisième terme. Voilà. Alors maintenant, je voudrais dire un mot plus qu'un mot sur l'intervention de Paul, qui m'a impressionné beaucoup, un peu presque inhibée, parce qu'elle est vraiment dans les questions les plus radicalement philosophiques, et je m'en réjouis beaucoup, bien sûr. Je rappelle une chose pour que, ça Paul le sait très bien, mais tout le monde ne le sait pas forcément ici, je me présente comme matérialiste, et je revendique absolument ce point de vue.
Mais premièrement, je me suis présenté comme un matérialiste spiritualiste, c'est-à-dire que pour moi, être matérialiste, c'est pas du tout être hostile au spiritualisme, par exemple. Un spiritualisme niais, bien entendu, mais je me sens beaucoup plus proche du spiritualisme que de l'idéalisme, par exemple. Voilà. Et je pense que la matière dont je parle, la matière épiphylogénétique, c'est une matière, comme aurait dit Elisabeth de Fontenay, enchantée, comme elle a parlé du matérialisme enchanté de Diderot. Et donc cette matière enchantée, eh bien elle chante cette matière. Cette matière, c'est la rétention tertiaire. J'ai plus récemment parlé d'hypermatière, j'en ai d'ailleurs parlé ce matin, parce que j'ai essayé de rapporter ces questions à des questions de mécanique quantique, et depuis quelques années, j'essaye de me rapprocher de l'épistémologie, et notamment de la physique, mais aussi de la biologie et de la neurologie. Alors maintenant, la question fondamentale que tu as posée, et à laquelle d'ailleurs tu as absolument parfaitement répondu, donc ça m'a vraiment réjoui, ça m'a touché beaucoup même, c'est la question de la forme privative de l'anticipation d'usage anthrope. Et la question voulant dire, étant ici, mais qu'est-ce que peut vouloir dire privative? Tu as fait référence au nihil privativum de Kant et à j'arrive plus à trouver l'expression, peu importe, disons à la question de la négation chez Kant. Voilà. Je confirme, moi, toutes tes analyses. Je voudrais y ajouter des choses. Voilà. Alors, il y a une dimension dans les agenthropes privatives qui tient aussi à des éléments de zoologie, d'anthropozoologie. Je dis d'anthropozoologie, il n'y a pas du tout aucun accord aujourd'hui dans la communauté des anthropologues sur le statut du agenthrope. Beaucoup d'anthropologues disent mais c'est pas un humain, c'est une forme hominidée. Bon. Beaucoup d'anthropologues disent mais bien sûr que si, c'est un humain. Et moi je dis à tous ces gens-là, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est un néganthrope. C'est-à-dire que c'est un être qui est en train de produire une nouvelle forme de négantropie. Qu'il soit humain ou pas humain, on s'en fout totalement. De toute façon, on ne sait pas ce que c'est que l'humain, et c'est une question qui n'a strictement pas d'intérêt. Pour moi, en tout cas. Et pour les philosophes en général, à mon avis. C'est ce que dit Socrate, et je crois que c'est fondamental, cette position, et qu'il ne faut pas la lâcher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question de l'inhumain. Bon, je rajoute toujours ça, c'est pour ça que je ne congédie pas l'humanisme et toutes ces questions pour autant. Hein, c'est pas... Il y a des positions culturelles, politiques, juridiques, etc., sur l'humanisme. On en parlera avec Christian d'ailleurs, je crois, qui sont nécessaires. Mais la question de l'humain n'est pas une question scientifique, pour moi. Ce n'est même pas une vraie question, au sens où une vraie question chez Heidegger, c'est une question qui me met en question. La question de l'humain, c'est ce qui m'empêche de me mettre en question, pour moi en tout cas aujourd'hui. Hein. Il faut toujours parler dans une époque, aujourd'hui. C'est pour ça que parfois je le dis avec violence, ça a un peu choqué Christian, il me l'a dit, voilà, que je m'en fous de l'humain. Bon. C'est pas si vrai que ça, sinon j'aurais pas fait un séminaire sur la critique de l'anthropologie. Hein. Simplement j'essaie de déplacer, en parlant de néganthropologie maintenant, pour ne pas tomber dans la métaphysique humaniste, et dans la métaphysique, ou dans la sophistique humaniste, ou dans la médiatique humaniste, parce qu'aujourd'hui, c'est les médias en ont fait, voilà, un philosophe, c'est quelqu'un qui pense l'humain. Bon. Alors, ceci ayant été dit, la dimension privative de cette négantropie qu'est le zingenthrope, selon moi, lorsque je parle d'une forme privative de l'anticipation, ça envoie à tout ce que tu dis, et je vais d'ailleurs y revenir tout à l'heure, mais ça passe aussi par un fait empirique qu'il faut essayer de théoriser. À savoir que le zingenthrope se trouve entre le début de l'ouverture de l'éventail cortical, ce qu'on appelle la corticalisation aussi, et la fin. Et c'est comme ça que le roi Gourand le situe. Il dit le zingenthrope, c'est celui qui a commencé à s'émanciper du déterminisme biologique, mais qui n'est pas complètement émancipé du déterminisme biologique, parce que, voilà, si on regarde, vous connaissez les tableaux, hein, si on compare l'évolution de la corticalisation qu'on peut reconstituer avec les fossiles de crâne et l'évolution de l'outillage, il y a évidemment une corrélation. Donc on n'a pas atteint la décorrélation, le déverrouillage, ou la libération, ce sont les mots employés par le roi Gourand, qui apparaît il y a 300 000 ans avec le début de Néandertal. Voilà. Ou alors là, par contre,
Il y a arrêt de la corticalisation et explosion de la différenciation technique. Et donc ça, c'est aussi une nouvelle dimension de la néganthropologie, qui est une technologie, ou ce que j'appelle une organologie, ce que Simondon appelle une mécanologie. Mais Simondon ne prend pas ces questions-là d'anthropologie préhistorique en compte. C'est justement ce que je lui ai reproché dans un article, parce que quand on lit l'unité primitive et tous ces machins-là, la magie et tout ce qu'il dit à la fin du mode d'existence des objets techniques, là-dessus, je trouve qu'il est incroyablement silencieux. Bon. Cela dit, le geste et la parole n'est pas publié à cette époque-là, donc il ne connaît pas les travaux de Leroi-Gourhan à cette époque-là. Hein, donc je le remarque, mais ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est un reproche que je fais aux simondoniens, par contre, de ne pas poser le problème, parce que depuis, il y a eu Leroi-Gourhan qui est arrivé. Alors, ceci ayant été dit, après tu as parlé de quelque chose qui m'a vraiment emballé, parce que je n'ai pas vu, moi, ces choses dans ce que tu as lu, dans ce que j'écris, mais tu m'aides à le voir. Je pose toujours un principe que ce qui est écrit, ce n'est pas l'auteur qui le voit le mieux, hein, loin de là. Et donc tu as posé le problème de la pathogenèse généralisée, en t'appuyant sur de la pharmacologie, et où tu as parlé d'une vulnérabilité de l'inorganique. Voilà. Ça, c'est magnifique pour moi, parce que ça crée tout à coup un chaînon qui me manquait pour lier la pharmacologie à l'entropie au sens physique du terme. Puisque la vulnérabilité de l'inorganique, ça s'appelle en physique l'entropie, tout simplement. Donc ça fait un lien voilà, qui te conduit ensuite à poser le problème ou la question de savoir comment il peut y avoir une réciproque affection entre l'existence et les consistances. Une affection mutuelle, comme tu l'as dit. Enfin, tu n'as pas dit dans ce terme exact, mais affection mutuelle, mais tu as parlé de s'affecter. Question qu'il faudrait faire passer par Spinoza aussi, d'ailleurs. Et tu as parlé d'une sensibilité des molécules. Moi, je dirais, pour éviter de se faire massacrer immédiatement par tout physiologiste, parce que les scientifiques n'attendent que ce genre d'écart de langage pour vous massacrer. Donc, et c'est normal, c'est leur boulot. Ils sont là pour nous critiquer. Moi, je garderai le mot passibilité que tu as employé, qui est aussi un mot de Lyotard, qu'il n'emploie pas pour ça. Il emploie dans le domaine de l'esthétique, mais qui est un mot important. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, mais je vais y revenir tout à l'heure, sur Lyotard. Je parle à Igor. Et je parlerai aussi de passion, parce que finalement c'est le terme qu'emploie Aristote. Et pour Aristote, il y a une passion de la pierre, il y a une passion de tout. Tout ce qui est fini est passif, et pathos, pathique. Voilà. Voilà, et je pense qu'il faut garder ce mot de passion, parce qu'en plus ça permet aussi de casser cette idée que la passion, c'est Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui tombe amoureuse de Fabrice, ou je ne sais pas quoi. Non, la passion, ce n'est pas forcément les grandes histoires d'amour. La passion, c'est quand je fais ça, je fais subir aux molécules de cette table quelque chose. C'est une passion qui arrive jusqu'à vos oreilles par l'air et qui affecte votre tympan. Et tout ça, c'est une chaîne matérielle, on pourrait dire. Alors, c'est ça qui m'intéresse, évidemment, ça tu l'as très bien compris. Et c'est aussi pourquoi j'en viens d'ailleurs en ce moment à des questions de cosmologie, parce que ça ramène à la cosmologie, forcément, cette façon de voir les choses. C'est comme ça aussi d'ailleurs que Whitehead essaye de penser, je crois. Mais ça conduit aussi à la question d'un pathétique, c'est une expression d'Aristote aussi, le nous pathétique. D'un pathétique au sens de ce qui reçoit, ce qui subit, ce qui est passif, pas passif au sens d'être non actif, mais passible, qui subit une passion donc. Il arrive, je crois, une passion pour le noétique qui émerge avec l'orthothèse. Et là, ça me conduit à un tout petit peu prendre de distance avec la manière dont tu as posé le problème au début, sur la signification. La signification, pour moi, qui effectivement s'ouvre, le processus de signification, c'est-à-dire de constitution du transindividuel, parce que la signification, c'est le transindividuel pour moi, et ça n'est que cela. Tout ça, mais que ça. La signification, telle qu'elle s'ouvre donc avec la déhiscence du zingentrope, déjà, avec l'ouverture corticale, etc., avec l'idée qui est celle de Leroi-Gourhan et que je partage, que déjà le geste engendre, c'est ce que je disais ce matin,
en parlant avec Michel Le Carpentier, engendre déjà des syntagmes, des paradigmes, et que finalement tout le matériel sémiotique est déjà là, même s'il est là sous forme privative, presque, pourrait-on dire ici. Cette signification-là n'est pas encore la signification idéalisée. Elle est idéante, au sens d'où on parle Husserl dans la première recherche logique, mais elle n'est pas idéalisante. L'idéalisation n'apparaît, en tout cas l'idéalisation telle que j'en parle, et telle que nous en parlons avec le concept de l'idée qu'a forgé Platon, lui-même se rapportant à Socrate, parlant de Diotima, l'idéalisation qui est ce que dit Diotima du savoir, à savoir que savoir c'est aimer son objet, et c'est idéaliser cet objet, et c'est donc le faire passer sur un plan de consistance qui se sépare du plan d'existence, n'est pas possible dans une société non profane. Cette idéalisation se produit sous l'effet de la rétention tertiaire orthothétique qui va produire un espace profane, c'est-à-dire non sacré, public, non secret aussi, accessible au commun des mortels des citoyens, et c'est ça qui va produire l'idéalisation et la signification rationnelle. Je mets le mot évidemment rationnel entre des guillemets ici. Je n'ai jamais dit, et je ne crois absolument pas, que les Australiens ne sont pas rationnels, que les Africains ne sont pas rationnels, que les Chinois ne sont pas rationnels. Finalement, après on dira les Allemands ne sont pas rationnels, les Berrichons ne sont pas rationnels, puis finalement il n'y a que des irrationnels autour de moi. Voilà. Non, je ne dis pas du tout que ces êtres-là ne sont pas rationnels. Ce que je dis, c'est que l'idée de la raison telle qu'on l'emploie dans le vocabulaire de l'Occident, et auquel là je mets des guillemets, est née, c'est la question que pose Husserl dans l'origine de la géométrie, est née aux alentours du 7e siècle, dans des conditions d'un devenir profane. Voilà. Et qu'avant cela, cette raison se projetait religieusement ou magiquement ou chamaniquement, ou dans le dreaming australien, par exemple. Il y a de la raison, là, bien entendu. Pour moi, la raison, ça veut dire le motif, en réalité. Et là, je ne mets pas de guillemets. Là. La raison, c'est ce qui me meut. C'est ce que dit Aristote. Mais il y a une raison au sens où les philosophes emploient le mot, le logos, au sens, à partir de Platon essentiellement, qui est une raison idéalisante et qui se conforme à des conditions d'idéalisation soumises à des problèmes de certification, à ce que Foucault appelle des régimes de vérité, etc., etc. Et ça, et là je reviens à ce que tu dis, c'est conditionné par une organologie, c'est-à-dire par une existence qui n'est pas rationnelle, qui est technique, absolument contingente, artefactuelle, absolument insatisfaisante, et qui renvoie à un hypokaimenon, qui est ce que j'appellerais, donc pour rebondir sur ce que tu dis et aller dans le même sens, mais en y ajoutant un petit mot, qui est l'hypokaimenon tragique. Car finalement, ce qu'on appelle le subjectum dans la philosophie médiévale, qui va devenir le sujet chez Descartes, est un héritage du hypokaimenon grec. Et l'hypokaimenon grec, chez Aristote, c'est le sujet de la proposition. Donc, le sujet de la proposition, le sujet logique, dont Descartes va dire non, c'est le sujet de l'énonciation, c'est celui qui parle. Mais avant tout cela, Thalès dit l'hypokaimenon, c'est l'eau. Et Nietzsche, le jeune Nietzsche, dit Thalès a voulu penser l'être, il a dit que tout était fait d'eau. Voilà. Et ça renvoie à cette hypokaimenon qui est ce qui est tout, mais qui n'est pas. Voilà. Et je pense que, posé comme ça par les présocratiques, c'est une pensée tragique, qui n'est pas une pensée du rationnel au sens de Platon. Le logos, chez Héraclite, par exemple, ne s'oppose pas à l'irrationnel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les oppositions en question, c'est Platon qui va les construire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce livre que je cite sans arrêt dans mon cours de Dodds, qui s'appelle « Les Grecs et l'irrationnel », voilà. Où il montre que la pensée tragique, la rationalité tragique d'avant Socrate, n'est pas en opposition avec l'irrationnel. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, tout le monde le sait, Héraclite apporte à la déesse quelque chose. Il va sacrifier. Hein, il va encore consulter la Pythie, comme Socrate d'ailleurs, ce qui n'est plus le cas de Platon. Voilà. Je crois qu'il faut revenir au tragique
quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'époque des Grecs anciens, ce que je crois avec Nietzsche. C'est pour ça que de plus en plus, je pense qu'il faut lire Simondon, Whitehead et Nietzsche avec eux. De plus en plus, on va devoir en revenir aux questions nietzschéennes. Et pour opérer, appelons ça une déconstruction de l'hypokaimenon, de la chora, comme Derrida a commencé à le faire, et dans une appréhension du rationnel, entre guillemets, comme un rêve collectif, le rêve des philosophes, voilà, dont celui de d'Alembert fait partie, sûrement le tien et le mien aussi, parce que moi je me revendique encore philosophe, même si Dan Ross, qui n'a pas pu venir malheureusement, parle d'une après-philosophie dans un texte qu'il m'a envoyé qui est magnifique. Voilà, alors je voudrais terminer. Ici, c'était les grandeurs négatives, voilà le mot, l'expression de Kant que je cherchais tout à l'heure. Je voudrais terminer par la dernière question que tu as posée, qui est le factuel. Bon. C'était magnifique que tu termines en disant, bah, finalement, c'est le factuel la question, dont l'artefactuel est la dimension d'accès, je dirais, à la factualité ou à la facticité. Et justement, il se trouve que dans la société automatique, j'oppose le factuel au juridique. Et je dis que la question fondamentale, c'est pas tellement le vrai, le faux, etc. C'est ce qui est en fait et ce qui est en droit. Et ce que partagent les présocratiques Socrate et Platon, c'est la question du droit. Et ils la partagent aussi avec Descartes, avec Kant et encore avec nous. Et donc je pense que c'est sur le droit qu'il faut nous appuyer, sur le problème, la question du droit, tel qu'aujourd'hui, il est totalement explosé factuellement. De fait, il y a un état de fait juridique qui crée un vide juridique, un état de fait numérique, pardonnez-moi, qui crée un vide juridique et qui nous menace terriblement, par exemple, du drone. Voilà, des drones c'est-à-dire des massacres, des meurtres sans aucun droit de la guerre, etc., etc. Même pas le droit de la guerre. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à ça, et c'est aussi ça le sujet de la bande de Gaza, hein, de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Parce qu'à Gaza, ce sont des drones qui tuent les islamistes extrémistes, qu'il faut peut-être empêcher d'agir, mais là ce sont des assassinats ciblés, d'ailleurs les Israéliens eux-mêmes les appellent comme ça, hein, des assassinats ciblés, et en revendiquant ce droit. C'est pas un droit, c'est une barbarie. Et ça c'est l'enjeu du numérique d'une façon générale, comme l'a très bien montré Chamayou, avec Crary, il y a une articulation très étroite entre big data, drone, etc. Il y a un état de non-droit qui est en train de s'imposer sur la planète en ce moment, qui instaure une barbarie numérique. Et ça, c'est une vraie question. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai adoré toutes ces interventions d'aujourd'hui. J'ai énormément apprécié ce qu'a fait Igor, qui était d'ailleurs très très différent de ce que tu as fait pendant notre séminaire. Donc ça apportait toute une dimension formidable. J'espère qu'on va la développer l'année prochaine, effectivement. Et évidemment, tu as fait une articulation directe, même si elle n'a pas été thématisée, entre l'art et le rêve. Bon, le rêve étant le sujet de cette rencontre aujourd'hui, et aussi entre l'œuvre et la maladie. Et ça m'apporte, parce que pour moi, l'être qui rêve noétiquement, comme disait Michel ce matin, tous les animaux, enfin pas tous, mais beaucoup d'animaux ont aussi du sommeil paradoxal, mais le rêve, tel que nous l'appelons ici en tout cas, pour moi c'est le rêve d'un être qui non seulement peut tomber malade, mais qui, comme dit Canguilhem, se rend malade. Voilà. Et qui se noétise en se rendant malade. Ça c'est la question fondamentale, ce qui est une manière pour moi d'ailleurs de répondre à Alain, qui me posait tout à l'heure une question sur les corbeaux et leur intelligence extraordinaire. Je crois que les corbeaux ne se rendent pas malades avec ces processus-là, mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Alors, par rapport à cela, je pense que tu as beaucoup montré, Igor, que l'attention est un processus de répression et que il repose sur des processus de ce que j'appelle moi des sélections primaires. Alors tu pourrais reprendre ce mot sélection primaire sans l'utiliser comme je le fais moi, puisque ce que j'appelle les sélections primaires, ce sont des rétentions primaires, mais là on aurait pu parler des processus primaires. Enfin tout ce que tu as dit dans une critique de la Gestalt et en rapportant ça au sérialisme, disons, à la sérialisation, était vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Mais alors précisément, puisque tu parlais du sérialisme, tu as parlé de Schoenberg et de Boulez, j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. J'ai aussi eu un gros problème organologique quand j'étais directeur de l'IRCAM, donc j'étais un peu directeur de la boîte de production de la musique sérielle, hein, officiellement.
j'ai eu un gros problème, c'était que la musique sérielle, pour des raisons que tu as d'ailleurs tout à fait indiquées, ne permet pas de reconnaissance. En tout cas pour le commun des mortels, à commencer par moi, parce que moi je ne suis pas musicien, je ne suis pas compositeur, je ne suis pas interprète. Et par ailleurs, en t'écoutant, je pensais à toutes les prescriptions répétitives que faisait Schoenberg en disant « Oui, oui, vous pouvez faire de la musique comme ça, mais attention, il faut écouter plusieurs fois le morceau, il faut le jouer plusieurs fois, il ne faut pas le jouer comme ça, ce n'est pas... » Et moi, j'ai fait des scandales à l'IRCAM quand j'ai vu qu'on jouait comme ça des pièces une fois et tout. Schoenberg avait toujours dit « Mais on ne peut pas entendre dans ces conditions-là. » Et donc, c'est comme ça que je suis... C'est vraiment ce que je dis là est tout à fait authentique. Hein, c'est comme ça que j'en suis venu à la question de l'organologie. Avec Vincent Puig le sait très bien, parce à l'IRCAM à l'époque, mais aussi avec Nicolas Donin, qui est un musicologue, qui était un spécialiste de Schoenberg, et que j'ai embauché à l'IRCAM, parce qu'il étudiait la politique organologique de Schoenberg. Il n'appelait pas ça comme ça, mais moi je dis que c'était ça qu'il faisait. Schoenberg avait créé une société de concert, parce qu'il voulait créer les conditions d'exécution des œuvres sérielles. Il n'avait aucune confiance dans les modes de production organologique classique, dans l'organisation de la musique classique, et donc il avait créé véritablement... Alors beaucoup de gens se sont dit, tiens, il a fait du business en créant une société de musique, c'est pas du tout ça, c'était beaucoup plus des emmerdements qu'autre chose pour lui, mais c'était par contre créer les conditions d'écoute, c'est-à-dire les conditions sociales, au sens où tu en parlais tout à l'heure, pour qu'il y ait une capacité finalement à un moment donné produire une rémission voilà. et passer sur un autre plan et se remettre à rêver. Alors, et là, tu as posé le problème de la visualisation. Eh bien oui, moi j'ai eu cette expérience très très précisément, parce qu'un jour j'ai eu un problème avec un compositeur, je n'entendais pas ce qu'il me disait, jusqu'au moment où je suis allé voir sur un écran ce qu'il faisait, il me l'a montré avec son doigt, et là je me suis mis à entendre. Voilà. C'est-à-dire que c'est son doigt sur un écran qui a fait fonctionner mon oreille. Mon oreille a été pilotée par ses mains. Enfin, pas par ses mains, mais disons par l'organisation spatiale de la représentation de son... C'était d'ailleurs pas un sérialiste, mais c'était un musicien contemporain, qui s'appelle Yann Marèche, qui est un très bon musicien. Et c'est à partir de ça qu'avec Vincent, nous avons lancé un travail de visualisation de la musique, d'abord dans le champ musical, donc à l'IRCAM, mais ensuite on a repris ces questions-là dans le domaine du cinéma à l'IRI. C'est d'ailleurs aussi une des bases de discussion de ce que j'ai fait à Zurich avec les amis architectes de Andreas. Alors là j'ai une question pour toi, c'est le figural de Lyotard. Si tu peux nous en dire un mot, si tu t'es un peu penché sur le sujet, voilà. Mais si tu n'as pas envie de le faire, j'en ferai pas une maladie. Hein. Bon, maintenant je voudrais dire des choses sur l'intervention de Gérald, que j'ai trouvé absolument fascinante, particulièrement parce qu'elle tient les trois bouts de l'organologie. Voilà. Et les trois couches dopaminiques, technologiques et sociales, mais aussi les deux dimensions de ce que j'appelle la théorie organologique et de la pratique organologique. C'est-à-dire ce que nous a proposé Gérald, quand même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en passant, c'est de travailler avec Dassault Systèmes pour créer une plateforme de soins thérapeutiques de l'addiction produite par le numérique, par une réinvention complète de ce que c'est qu'enseigner, de ce que c'est qu'un savoir, etc., etc. Et ce sont des digital studies pratiques qui m'intéressent énormément. Si ça vous intéresse vous aussi, allez sur le site de l'IRI, voir ce séminaire que nous avons vu, qui a duré 3 jours et qui était vraiment fascinant, par pratiquement toutes les interventions qui ont été faites, où Gérald est intervenu, sur les digital studies et des programmes. Alors, il y a eu des mathématiciens, il y a eu des juristes, il y a eu des anthropologues, des archéologues, toutes sortes de disciplines. Et comme vous avez vu, ça a aussi nourri la réflexion de Gérald aujourd'hui, puisque Jean-Pierre Girard, finalement, était un exemple qu'il a pris de ce qui serait possible de faire. Donc, Gérald pose des problèmes qui partent, comme vous l'avez, ceux qui ont suivi les académies précédentes l'ont déjà constaté, de la question du sacrifice. Je dirais d'ailleurs en passant que le sacrifice, c'est ce qui arrive à celui qui peut mourir, et que celui qui peut mourir doit pouvoir tuer et être tué. Et que tuer, ça n'est pas manger. Et être tué, ça n'est pas être mangé. C'est-à-dire qu'un animal qui en mange un autre ne tue pas l'animal, il le mange, tout simplement. Et il n'y a pas de sacrifice. Il faut que le meurtre arrive
évidemment, vous le savez bien, mais je le redis parce que c'est aussi une question d'organologie. Le meurtre ne peut arriver que quand il y a des armes. Et ce sont les organes artificiels qui rendent le meurtre possible. C'est ça qui m'a amené à proposer une lecture tout à fait différente de Totem et Tabou, de celle qui domine en général. Puisque c'est ça qui est en jeu pour moi dans Totem et Tabou, c'est l'invention de l'arme par les fils qui tuent le père du coup. Et qui ne le mangent pas. Ils le mangent aussi, bien entendu. C'est le repas totémique de Robertson Smith, mais avant de le manger, il le tue. Un prédateur qui mange une proie ne tue pas sa proie, il la mange. Après, c'est tout. Donc la question de la technique, c'est évidemment la question de l'apparition de la mort, hein, et pas simplement de la vie. Alors, ce que a présenté comme projet Gerald d'une plateforme contributive pour lutter contre l'addiction, sous toutes ses formes, y compris l'addiction aux mathématiques, parce qu'on peut avoir des addictions de ce genre aussi. Moi, je connais plein de philosophes qui sont addicts à la philosophie, c'est-à-dire qu'ils font des choses formidables en philosophie, mais qui servent absolument à rien, donc qui ne font que leur faire plaisir. Et ça m'ennuie profondément. Et il y en a beaucoup, je dirais que c'est l'immense majorité des philosophes que je connais. Quoi qu'il en soit, ce qu'a présenté Gerald, c'est dans le sillage aussi de questions que nous posons avec Paul-Émile sur la catégorisation contributive, dont je vais reparler un tout petit peu mercredi, et qui suppose donc une invention catégoriale, mais aussi une invention supplémentaire. Ce que j'appelle maintenant l'invention supplémentaire, je reprends le mot de supplément de Derrida, et le supplément, c'est ce qui s'invente. Il n'y a pas de supplément sans invention. Il faut penser Derrida avec Simondon. Mais Derrida ne permet pas de penser ça. Chez Derrida, on ne peut pas penser l'invention supplémentaire. Il y a du supplément partout, il n'y a que ça. Mais on ne peut pas comprendre comment il s'invente. Et c'est pour ça que je me suis accroché un peu avec Derrida, parce qu'à un moment donné, ça l'énervait beaucoup que j'affirme ce genre de choses. Mais je reviens en ce moment, ce que j'appelle parfois l'invention organologique. Maintenant, en ce moment, je l'appelle l'invention supplémentaire parce que je pense qu'il faut tenir les deux bouts du supplément. Voilà, le défaut d'origine et l'invention supplémentaire. Et pour conduire à l'invention catégoriale. Quand une invention supplémentaire se produit, ça produit un choc technologique. Pour que ce choc technologique engendre une socialisation, il faut une invention catégoriale. C'est-à-dire que l'invention supplémentaire nécessite toujours une invention catégoriale. Des règles sociales, autrement dit. Un processus de transindividuation. Et ça, c'est ce qu'ici, dans Pharmacon, nous essayons de repenser. Depuis le tout début, le premier cours de Pharmacon a commencé en disant ça. Nous allons catégoriser ensemble les cours avec la plateforme ligne de temps. Et c'est à ça que sert toute cette organologie. Alors, le problème contemporain tel que l'a présenté Gerald, c'est l'élimination de la possibilité d'envisager d'autres possibilités par l'addiction. Et ça, c'est l'impossibilité de rêver, tout simplement. La question du rêve qu'on a posée ici, c'est la question du possible. Si aujourd'hui, on nous a mis cette citation appelons ça un dicton italien qui n'est pas en fait celui-ci, donc Paolo et Sarah vont peut-être nous corriger, mais je remercie beaucoup les enfants, ce sont les enfants qui l'ont écrit, ils ont, Elsa et Augustin. C'est correct? D'accord, voilà. Donc c'est suite à une discussion que nous avons eue avec Paolo, Sarah et aussi la famille de Paolo sur la pensée et le rêve. Voilà. Évidemment, je songe donc je suis. C'est un peu choquant pour un cartésien. Hein. Bon. J'ai l'impression que ça a d'ailleurs un peu choqué Jean-Luc Barthélemy. Mais tant pis, il faudra qu'il apprenne à rêver un peu. Mais c'est le sujet. C'est vraiment le sujet. Et la question du rêve, c'est pas une question simplement comme ça, purement vaporeuse, si je puis dire. Alors oui, c'est les vapeurs de l'alcool, c'est le LSD, c'est toutes les formes d'addiction organologique et pharmacologique en mille genres, et c'est l'invention supplémentaire elle-même, parce que, je reviens à ce que je disais ce matin, Léonard de Vinci projette, il projette sur une feuille de papier, Clément Ader construit l'avion. Et ça, c'est un rêve. C'est un rêve transindividué, c'est un rêve noétique, j'appelle ça un rêve noétique. Ce n'est pas un sommeil paradoxal animal, parce que le sommeil paradoxal animal ne conduit pas à cela, mais par contre le rêve noétique conduit à produire ce cauchemar dans lequel nous sommes en ce moment. Car en ce moment, nous sommes dans un cauchemar. Et ce cauchemar que nous sommes en train de vivre, eh bien, il pose le problème de la destruction des possibilités de rémission spontanée que tu as posé. Il pose le problème de la gouvernementalité algorithmique qui nous rend tous absolument dépendants et addicts, sans capacité d'avoir un milieu social qui nous nourrirait, qui nous donnerait cette possibilité, parce que c'est ce
que j'appelle maintenant le nihilisme total de Google, de Facebook, de Amazon et de tous ces acteurs qui sont en train de faire exactement ce que Nietzsche décrivait en 1882 ou 3, à savoir la destruction de toutes les valeurs. Et ce que nous essayons de faire, nous, ici, c'est de prendre au sérieux le projet de Nietzsche, de dire qu'il faut une transvaluation de toutes les valeurs. Et je crois qu'il faut prendre ce projet au sérieux, mais comme avec Simondon, comme avec Derrida, non pas en reprenant Nietzsche à la lettre, comme des Nietzschéens crétins que nous risquerions de devenir immédiatement, mais en critiquant Nietzsche. En critiquant Nietzsche au sens kantien, c'est-à-dire en posant à Nietzsche le problème de l'organologie. Par exemple, à l'instinct, puisque Nietzsche parle de l'instinct, et à sa conception de l'instinct, qui a permis à des gens très très instinctuels, là, pour le coup, et pulsionnels en réalité, de s'approprier Nietzsche via sa sœur. Alors, je crois que ça serait intéressant de relire aussi tout ce que tu as dit, qui est pour moi une vraie organologie complète de l'addiction. Voilà, en intégrant beaucoup ces dimensions d'électrochimie cérébrale, ça serait vraiment intéressant de relire tout ça, alors dans une perspective d'une nouvelle critique de l'anthropologie, et qui repartirait de Durkheim. Parce que finalement, ce dont tu as parlé à la fin, pour moi, ça renvoyait à ce que Durkheim appelle la solidarité organique, produite par les organes artificiels, c'est-à-dire par les pharmacas, qui conduisent à une division du travail, qui, quand elle est bien faite, produit du nomos, comme dit Durkheim, mais quand elle est mal faite, produit de l'anomie, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure de la barbarie. Et voilà, je pense qu'il y a à revisiter un peu tout cela, du point de vue, en revisitant tout ce que je suis en train de faire ça en ce moment. Alors évidemment, ça m'obsède un peu, mais je deviens addict à l'anthropologie, mais je suis en train d'essayer de relire un peu tous les grands textes de l'anthropologie, et je m'aperçois que énormément de questions que nous avons évoquées dans Pharmakon depuis l'origine de Pharmakon ont été instruites partiellement. Voilà, par exemple par Durkheim à travers la division du travail et son étude, etc. etc. Voilà, merci de votre attention. Vous voulez réagir, répondre, dire des choses, ou on peut se donner encore 10 minutes, ou quelqu'un veut peut-être la parole. Je peux juste... c'est Christian. Oui, excuse-moi. Une précision. J'ai cru comprendre en t'écoutant Paul qu'à un moment donné, tu disais orthothétique égale signification. Que tu disais orthothétique égale signification. Tu maintiens, c'est moi qui sur... Mais peut-être tu pourrais ajouter, c'est que ça te poserait comme problème. Je pense que la signification, au sens où c'est introduit dans la technique et le nom, c'est l'orthothèse qui adviendra avec l'écriture alphabétique et bon, à l'époque classique. Elle sera venue à maturité à ce moment-là. C'est comme ça que j'avais interprété la privation qui est mentionnée dans l'extrait que j'avais produit. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'est contraster cette privation-là et la privation de l'orthothétique en soi, parce que l'orthothétique, la signification, c'est toujours la signification positive et négative, rationnelle. La signification des opposés. Ça, c'est en effet un système de négation privative. Mais je voulais opposer une autre forme de négation qui est à l'œuvre dans le fondement technologique tel que Bernard le thématise, et qui est une négation qui est en fait contenu dans le mot pauvreté, dans le même extrait, le pauvre monde, et qui va revenir dans la façon dont l'objet peut manquer chez Winnicott, et qui est une autre négation que, si on voudrait parler logique, on devrait dire c'est irreprésentable, c'est parti. C'est l'espace rationnel qui est aboli, qui est dérobé. Sur ce point-là, moi j'ajouterais quelque chose que je voulais te dire d'ailleurs, puis ça m'était sorti de la tête, j'avais noté mais j'ai oublié. Ça, c'est ce que j'appelle le caractère intermittent de l'âme noétique, tout simplement. Qui est que nous ne pouvons pas être noétiques en permanence, nous ne pouvons pas être noétiques en acte en permanence. Et que de toute façon,
Le caractère privatif, c'est ce qui constitue la noésis comme telle. Ça, c'est Aristote qui le dit. Et Socrate aussi le dit. Il le dit dans Protagoras. Maintenant, je ne poserai pas, comme toi, exactement, que la signification est nécessairement orthothétique. Je poserai qu'elle vise une consistance, toujours. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Husserl. C'est Husserl. C'est pour ça que je parlais de l'idéation. Husserl dit, n'importe qui parle est déjà pris dans le processus d'idéation. Mais l'idéation n'est pas l'idéalisation. Et donc, l'idéation porte avec elle, c'est pour ça que Paul répond ça, je crois, porte avec elle, on pourrait dire, la promesse, comme tu dirais, Gérald, la promesse de l'idéalisation, mais elle ne passe à l'acte de l'idéalisation que dans des conditions organologiques qui sont celles de l'orthothèse littérale, c'est-à-dire de la rétention tertiaire. Mais il y a quand même de la signification qui n'est pas orthothétique de ce coup-là. Elle est en quelque sorte potentiellement contaminée. C'est pour ça que c'est la question de l'anticipation. Voilà. Elle anticipe effectivement cette possibilité, mais sans le savoir. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, mais la signification telle que je l'avais thématisée en tant qu'orthothèse, c'est simplement la signification vis-à-vis ou dans la perspective de déterminer le fondement de la pensée de Bernard. C'est-à-dire, on parle là de la signification en tant que telle. Évidemment, les significations empiriques, les significations scientifiques, les significations romanesques, etc., déterminent des contenus précis et peuvent être idéalisantes plus ou moins, bien sûr. Mais tout ça, ça recouvre le champ d'action d'une signification qui est en tant que telle potentiellement, pour ainsi dire, générale. Voilà, oui, voilà. Et là, j'ai une question, parce que je sens que tu parles différemment que ce que j'ai écrit. Et ça ne va pas. Non, ça ne va pas pour moi, évidemment. Je veux dire, tu distingues consistance, existence. Mais si la consistance devait être le mot qui traduit le fondement que tu apportes, il devrait englober l'existence. Il ne devrait pas y avoir de dehors. Je veux dire que si ton fondement matérialiste est bien pensé par moi, il faudrait qu'il comprenne aussi bien l'existence que le non-existant, l'intellectuel. Voilà, donc la consistance est plus large dans ce cas-là. Oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé en disant mon matérialisme est un matérialisme enchanté, est un spiritualisme. C'est-à-dire que cette matière est hantée et nous hante. Voilà. Si ce n'était pas comme ça, il ne pourrait pas y avoir de chamanisme, il n'y aurait pas de totem, il n'y aurait rien de tout cela. Donc, la matière n'est jamais seulement de la matière. Voilà. Et les consistances, bon, il n'y a pas de consistance sans existence, il n'y a pas d'existence sans consistance. Une existence qui n'est pas projetée sur un plan de consistance devient une subsistance. Il y a de la subsistance. Il y a de la pure subsistance. La matière considérée par le physicien, c'est ce que dit Heidegger, hein, dans Sein und Zeit, hein, la matière appréhendée par le physicien comme pure matière, l'objet de Newton, disons, ça c'est de la subsistance. Mais en réalité, qu'est-ce que ajoute Heidegger? Il dit, c'est de la subsistance, sauf que cette subsistance, pour y accéder, il a fallu tant d'existence, et pour que cette existence existe, il a fallu tant de consistance, qu'en réalité, même cette subsistance, de toute façon, pour y accéder, nous avons dû passer par l'existence et la consistance. Alors si j'étais hegelien, ce que je ne suis pas, mais je suis un grand admirateur de Hegel, et c'est pas parce que j'aime Nietzsche que je n'aime pas Hegel, ça c'est les petits deleuziens qui pensent comme ça, je dirais, la subsistance, l'existence et la consistance sont des moments. Si j'étais un simondonien, je dirais ce sont des phases. Voilà. Je suis ni simondonien ni nietzschéen, je suis rien. Et par contre, j'essaye de penser avec l'organologie générale, parce que c'est ça le sujet de l'organologie générale, la manière
dont ces trois dimensions ne peuvent pas être séparées, justement, mais ne doivent pas être confondues. On ne peut pas les séparer, mais on ne peut pas les confondre. Quand on les confond, de fait, on peut les confondre, mais on crée le barbare, quoi, la barbarie. Et ça, c'est mon problème avec Derrida. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, tu as cité la peau de chagrin, donc Derrida, à un moment donné, dit, bon, la rétention tertiaire, la rétention secondaire, la rétention primaire et la rétention secondaire, finalement, on ne peut pas les séparer. Et du coup, il dit que c'est la même chose. Alors, il ne l'écrit pas, bien entendu, il ne dit pas exactement, c'est la même chose. Mais la réalité, c'est que c'est finalement comme ça qu'il fait fonctionner la chose. Et du coup, d'ailleurs, ça lui permet de dire que finalement, la rétention tertiaire, l'écriture, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'archi-écriture. Le supplément historique ne compte pas vraiment. Donc, simplement pour finir, je pense que tu as raison avec la consistance. Peut-être que j'ai trop détaché ça de l'existence et de la subsistance. Mais évidemment, j'avais concentré mon attention sur ta traduction de Thyestie de Platon par consistance. Et donc, j'avais essayé de trouver un fondement à ça dans le sens que tu voulais, c'est-à-dire matérialiste. Et je trouve que ta réponse, elle est très belle, en disant il faut revenir à un sujet tragique. Évidemment, en disant il faut revenir à un sujet tragique, et tu donnes l'exemple de Thalès, on vient en deçà de l'opposition du rationnel et de l'irrationnel, et donc tu évites le problème que j'ai essayé de mettre en lumière, et peut-être c'est à bon escient, c'est-à-dire le problème de la négativité pas représentable, irréprésentable. Oui. Et donc, le nini de Derrida ou l'irreprésentable selon Kant. Et je pense que c'est une très belle réponse, parce que en fait, dans le matériel, il y a en effet, sans ces distinctions, toute la potentialité de ce que la technique peut donner. Merci. On va s'arrêter là. Bon appétit et à demain.